La fin du travail, c'est vrai que c'est un thème assez utilisé aujourd'hui, mais c'est totalement aberrant. C'est aberrant d'un point de vue sociologique, puis c'est amusant, je dirais, d'un point de vue technologique. D'un point de vue sociologique, le travail sera toujours essentiel, non seulement à la vie de la société, mais surtout à la vie des individus. C'est-à-dire, le travail, c'est notre identité, c'est notre rôle dans la société, c'est qui nous sommes. Que le travail soit un travail en usine ou le travail d'un artiste qui produit quelque chose. Donc, dans tous les cas, le travail reste essentiel. Technologiquement, c'est amusant parce que depuis l'Antiquité, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, depuis l'invention de la grue, si je me souviens bien, ou de la roue pour faire monter une pierre, depuis cette époque, on pense que le travail va disparaître. Donc, c'est amusant. Alors, on voit aussi apparaître des nouvelles formes de travail aujourd'hui qui sont particulièrement intéressantes. C'est de la valorisation de tout ce qui est collaboratif, c'est-à-dire travailler ensemble, faire des choses ensemble, mieux se partager le travail sans que ce soit nécessairement fait par un chef. Donc là, je crois qu'on va voir apparaître des choses nouvelles. Et une chose nouvelle en plus qui apparaît actuellement assez clairement, c'est une meilleure articulation du travail entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que, notamment avec le débat, tous les débats sur l'intelligence artificielle, se pose une vraie question de comment l'homme peut-il travailler mieux avec des machines. Mais c'est toujours le travail, c'est toujours l'homme. À cela se mêle évidemment une question assez profonde qui est quel est le sens de mon travail? Ou quel est le sens de ce que je fais dans la vie? Les deux commencent à se recouper de plus en plus aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes consultant et que vous êtes très écologiste, quelque part, le sens de votre travail doit aussi correspondre, un, à vos activités, je vais moins prendre l'avion, et deux, je ne vais pas travailler pour des clients que j'estime pas bons sur le plan écologique. Donc là, on a des vraies questions de lien, de sens entre le travail et la vie. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que moi, j'observe une diminution de la tolérance à la dissonance cognitive. C'est-à-dire que avant, je pouvais accepter qu'il y ait une assez grande distance entre mes pensées et ce qu'on me demandait de faire au travail. Mais aujourd'hui, si ce qu'on me demande de faire n'est pas vraiment en ligne avec ce que je pense, je dis non. Donc, quelle est aujourd'hui la tolérance? Elle est beaucoup plus étroite qu'autrefois. Autrefois, je pouvais être écologiste et refuser de travailler pour une société pétrolière, et en même temps, si mon employeur me le demandait, je le faisais. Bon, aujourd'hui, je dis non, parce que la distance cognitive est devenue plus étroite. La digitalisation nous pose de vrais problèmes parce qu'elle a coupé une partie du lien entre les individus. Alors c'est très simple, la digitalisation c'est quoi? Je ne parle pas de l'intelligence artificielle, je parle vraiment de la digitalisation. C'est la capacité à réduire les coûts de transaction. Les coûts de transaction, c'est tout ce qu'il y avait autour d'une transaction. Par exemple, pour prendre un train, je devais aller à la gare, attendre, etc. Aujourd'hui, je le fais sur mon smartphone en 30 secondes. Le coût du billet n'a pas changé, mais le coût de transaction, donc tout ce qui permet d'arriver au billet, a été considérablement réduit. Mais en réduisant les coûts de transaction, on a réduit les interactions humaines. Donc on ne se voit plus. Et l'un des grands problèmes de l'administration française aujourd'hui, c'est qu'en ayant tout mis ou beaucoup mis en digitalisation, on a des gens qui se sentent coupés du monde, qui n'arrivent plus à accéder à des formulaires, etc. Et ce n'est pas simplement le cas pour l'administration, c'est le cas partout où vous avez des robots ou des interfaces purement digitales qui font que vous ne connaissez plus, vous ne voyez plus les gens en face de vous. Un cas intéressant aujourd'hui, c'est celui des jeunes. On dit les jeunes sont différents, etc. En fait, on dit ça depuis l'Antiquité. Donc les jeunes, c'est des travailleurs comme les autres. Ce qui est changé aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses qui ont vraiment changé, c'est notamment le fait qu'on commence à avoir un petit peu des manques de main-d'œuvre, et notamment des manques de main-d'œuvre qualifiée. Eh bien, les jeunes, qui sont donc une main-d'œuvre qui se raréfie, notamment les jeunes qualifiés, ils ont aujourd'hui des attentes différentes. Ils se positionnent sur le marché de façon différente. Ils pensent que leurs exigences peuvent être mieux respectées, que ce soit des exigences d'écologie ou des exigences de qualité de vie ou des exigences de télétravail, par exemple. Donc on a là un pouvoir qui est pris par eux, qui n'existerait pas s'ils étaient beaucoup plus nombreux. On a là une vraie question de jeu de pouvoir, alors qui évidemment favorise la prise de pouvoir par rapport à leurs opinions. Pour la société, dans son ensemble, pour s'adapter à tous ces changements, parce qu'il y en a quand même beaucoup en même temps, il va falloir d'abord comprendre ce qui se passe, avoir des vraies notions de sociologie. Qu'est-ce qui se passe, qui pense quoi, comment est-ce qu'on se comporte, etc. Et donc, essayer de comprendre qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement. Bon, par exemple, il y a des entreprises aujourd'hui qui disent qu'il faut supprimer entièrement le télétravail. C'est pas très malin, parce que le télétravail est entré dans les mœurs sociales, et donc il faut respecter cette demande de télétravail qui, sinon, conduira à des gens qui vont quitter leur travail. C'est une première chose.
L'autre chose à laquelle il va falloir s'habituer, et notamment au niveau des entreprises, mais pas seulement, c'est ce qu'on pourrait appeler l'individuation. Ce n'est pas l'individualisme, c'est l'individuation. C'est-à-dire que chaque personne a des besoins particuliers en fonction de sa situation, qui ne dépendent pas de son métier. Donc deux personnes faisant le même métier, la même activité, ont en fait des besoins personnels différents. Par exemple, quelqu'un peut avoir, disons, une personne de 35 ans, peut avoir 2 enfants à charge, donc il faut qu'il s'occupe le matin, l'après-midi, etc. Et une autre, faisant le même boulot au même âge, peut ne pas avoir d'enfants, mais avoir des parents à charge dont il doit s'occuper, donc il a des personnes qui dépendent de lui. Ces deux cas sont très différents, et pourtant ils font le même métier. Et là, il va falloir mettre en place des éléments d'individuation. Comment est-ce qu'on peut aider ces différentes personnes, ces deux cas que j'ai pris, mais il y en a des milliers, par rapport à leur identité, par rapport à leurs besoins. Et là, je n'ai pas mentionné toutes les questions de LGBT+, etc., qui sont des reconnaissances de genre et autres, mais on va avoir un besoin dans la société d'accepter ces différences, d'accepter de changer un certain nombre de règles en fonction de ces différences, et non pas en fonction du métier, ce qui va nous poser des problèmes pour les conventions collectives, etc., parce qu'on va avoir des différences entre des individus qui, sur le plan du travail, sont les mêmes, mais ne sont pas les mêmes personnes dans leur rôle dans la société. La société va devoir s'adapter. C'est pas simple, d'abord parce qu'effectivement, il y a toutes ces questions d'adaptation à l'individuation, côté de chaque individu, mais aussi parce que collectivement, on est une société en évolution, assez rapide. On le voit bien au niveau de notre éthique ou de la morale sociale qui est en train de changer. La morale de nos grands-mères ou l'éthique de nos grands-mères n'est pas l'éthique d'aujourd'hui. Pensez à un seul exemple qui est celui de l'avortement, par exemple, où les choses ont beaucoup changé en une cinquantaine ou une centaine d'années. Et aussi, on va avoir des nouveaux enjeux sociaux, je pense notamment à l'immigration, comment est-ce qu'on va gérer l'immigration demain, les questions de genre, comment est-ce qu'on va gérer ces questions de genre. Donc on a besoin d'une certaine souplesse dans la société, d'une certaine intelligence dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire la compréhension des autres, et la traduction de cette intelligence en activité sociale, en tolérance sociale. Moi, je suis très ennuyé par tout ce qui parle de fragmentation sociale, d'archipélisation sociale, etc. Parce que quand on dit archipel ou fragmentation, on montre des différences, des éléments qui seraient inconciliables les uns avec les autres. En réalité, notre société, il faut qu'elle apprenne à construire des ponts, à réduire des distances. François Julien, un philosophe français, dit qu'il faut éviter de parler du mot différence et parler plutôt du mot distance. Quand vous dites différence, vous créez des îlots différents. Quand vous parlez de distance, vous dites je suis distant de l'autre, mais je peux peut-être me rapprocher de l'autre, construire un pont avec l'autre. Et donc il y a toute une distance sociale à parcourir les uns vers les autres. C'est pas facile, ça demande de l'intelligence de l'environnement et de l'intelligence tout court, au sens comment puis-je accepter l'autre. Je pense que nous sommes une société qui a en partie perdu un certain sens de proximité. Peut-être à cause de l'urbanisation, certainement aussi à cause de la digitalisation, mais on pense moins en termes de proximité de l'autre, proximité du client, etc. Et il y a un vrai travail à faire aujourd'hui pour réinventer ces proximités. Je pense d'ailleurs qu'en marketing, on commence déjà à voir des éléments où un facteur concurrentiel d'une entreprise est de montrer qu'elle a une proximité par rapport à ses clients, qu'elle les écoute en vrai, pas simplement avec un robot, par exemple. Que dans les magasins, on commence à revoir des gens qui sont là pour vous aider à acheter, etc. Et plus généralement, je pense qu'il faut qu'on réussisse à réinventer par tout un tas de moyens possibles nos proximités. Pas seulement dans des villages de hippies ou dans des campagnes ou dans des expériences à droite et à gauche de collectifs. Plus généralement dans la société, il faut que nous apprenions et que nous développions des outils pour nous retrouver un peu les uns les autres. La proximité, c'est certainement une façon de prévoir la gestion des conflits. Il y aura toujours des conflits. Mais si on est un petit peu plus proches les uns des autres, on résoudra ces conflits avec beaucoup plus de facilité.